Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma quadruple campagne. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. Alors, si vous avez suivi, c'était pendant un live, je vous avais parlé du fait que j'ai eu un coup de cœur pour Vampire la Mascarade. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu de rôle et en fait, j'ai découvert derrière qu'il y en avait d'autres. Donc on a Hunter qui est sorti aussi déjà dans toutes les boutiques et actuellement on a Werewolf qui est aussi en financement participatif, mais du coup pour les pledges et les late pledges, il y a déjà eu les PDF. Alors ces jeux de rôle, oui, il y en a un quatrième, mais je vous en parle après. Ces jeux de rôle, normalement, ils sont pas faits spécialement pour être joués ensemble, voilà, par les mêmes tables de joueurs, en tout cas. Du coup, il y a moyen qu'ils se croisent. D'ailleurs, dans chaque livre, il y a les PNJ un peu des autres, enfin, du coup, les autres races, mais en mode PNJ, parce que, par exemple, les hunters vont pouvoir chasser du vampire, pour vous donner une idée. Mais étant donné qu'on est en solo, il y a quand même certaines facilités qu'on peut se permettre, comme l'équilibrage qui est beaucoup moins important puisqu'on peut changer sur le pouce en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de voilà, de comment on trouve les choses. Et j'avais dans l'idée en fait, de ne pas choisir entre ces jeux de rôle et justement de sélectionner une personne, disons, par jeu de rôle pour le faire jouer dans une ville commune. Donc à la grande question de est-ce qu'ils vont se croiser ou est-ce qu'ils vont pas se croiser, je ne sais pas. C'est les cartes qui vont me le dire avec le temps. Je peux pas du tout vous dire, si, ils vont faire équipe, s'ils vont être ennemis et cetera. Tout ça, c'est des choses que j'ai pas prévues et je laisse complètement le destin, en fait, me guider et je vais voir ce qui se passe. Je sais même pas s'il y aura une catastrophe ou quoi. La seule chose, que je prends un peu en compte, c'est que, étant donné qu'ils sont tous dans une même ville, et je vais vous montrer ça après, et ben, en fait, du coup, derrière, s'il se passe des choses qui sont vraiment impactantes, pour, toute la localisation, et ben, ça va arriver à tous. Alors, ce sera sûrement pas parfait parce que, je joue 2 jours avec un, puis 2 jours les 2 jours, je les rejoue avec l'autre et cetera. Il y a des ellipses, il y a des choses, si la cohérence, elle est pas parfaite, en fait, vous faites du solo, donc c'est pas hyper important. Mais en tout cas, je pense que ça peut donner un truc sympa et dans tous les cas, je me suis déjà éclatée rien qu'à la préparation et j'ai commencé à jouer et je suis hyper satisfaite. Du coup, pour le dernier livre, parce que je t'ai dit hein, que c'était une quadruple campagne, pour le dernier livre dont je vous ai pas parlé en fait, il s'agit de Mage l'Ascension, mais Mage l'Ascension n'est pas sorti dans la nouvelle version. Il faut savoir que les 3 premiers JDR dont je vous ai parlé là, donc Vampire Hunter et Werewolf, les 3 sont en version 5, c'est-à-dire qu'ils ont des règles qui ont été un petit peu allégées apparemment. Alors j'avais pas vraiment lu les anciens, je peux pas faire de comparaison, mais le système il a été dur à prendre en main, je vais pas vous mentir. Je le recommande peut-être pas à une personne qui débute, à moins que vraiment elle ait un kiff. Dans ce cas-là, on y arrive toujours, hein. La question, c'est juste, l'implication, le temps de lecture, le fait de poser des questions à des gens qui savent jouer. Moi-même, j'en ai posé énormément, sur la communauté parce que voilà, il y a des gens qui maîtrisaient ce jeu ou en tout cas des anciennes versions et qui ont pu m'aider. Et du coup, quand j'ai découvert Mage l'Ascension, j'ai eu un coup de cœur parce que en gros, dans Mage l'Ascension, vous pouvez jouer absolument, tous les sorts que vous voulez. En fait, il y a pas, un spellbook un petit peu comme Donjons et Dragons, vous sélectionnez vos sorts et après c'est vos sorts. Là, à partir du moment où vous avez assez de puissance dans les différents domaines de magie, donc pour faire, très simple, hein, il y a, des domaines, donc on appelle ça des sphères. Ça va être le temps, ça va être la vie et la mort, enfin voilà, tout ce genre de petites choses. Et à partir de là, vous pouvez façonner complètement ce que vous voulez. La seule limite, en fait, c'est votre imagination. Après, il y a quand même un contre-coup à ça, dans le sens où l'équilibre de l'univers ne doit pas être abîmé. Les gens ne sont pas censés savoir que la magie existe, par exemple. Je vais pas rentrer, hein, dans les détails de jeux de rôle, je vous laisserai lire si vous voulez. Faut savoir qu'il fait déjà 700 pages, qu'il y a de mémoire, un supplément qui fait 400 pages et qui est vraiment un supplément, parce qu'ils se sont dit que 700 ça faisait beaucoup et il y a beaucoup de réflexions très philosophiques dedans. Enfin très clairement,
Il est présenté comme un jeu pour les gens qui aiment bien se prendre la tête avec les règles et se poser des questions du type: «Est-ce que, Superman, il doit laver ses vêtements?» Vous voyez ce genre de délire un petit peu? Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît assez et du coup, j'ai eu vraiment envie, ben, d'avoir un personnage comme ça, qui avait quasiment aucune limite. Alors la limite de sa puissance, la limite du coup du paradoxe, comme je vous disais, le fait qu'il faut pas faire quelque chose qui va à l'encontre, de l'équilibre, parce que dans ce cas-là, on se prend un retour de bâton. Bah, du coup, pour celui-ci, je me suis un peu challengée et j'ai modifié les règles pour que ça passe en version 5 comme les autres. En fait, je l'ai vraiment calqué sur les autres, donc je pense que j'ai perdu 95 de la profondeur de ce jeu. Voilà, si vous jouez à Mage l'Ascension, vous allez me détester, on va pas se mentir, mais je voulais quelque chose, qui soit plus fluide et plus accessible et je voulais pas me prendre la tête. Il y a plein de trucs que j'ai lus, je sais pas combien de fois, je les ai toujours pas compris. On me les explique, je les oublie tellement il y en a, enfin, c'est un bordel. Donc j'ai voulu aller au plus simple pour moi et j'ai vraiment voulu que du coup ces 4 jeux, même si finalement entre chaque personnage, il va y avoir une différence, la base du système en elle-même, c'est la même chose. Donc c'est assez pratique, on passe de l'un à l'autre et vous allez voir qu'en plus, ils ont fait des fiches un petit peu, d'aide, des fiches, de soutien, pour vous aider par rapport au jeu de rôle et du coup, bah, reprendre les dés en main assez facilement. Je vous propose du coup qu'on passe, en vue du coup du carnet que j'ai préparé parce que j'ai fait un carnet qui est vraiment dédié à ça. Je trouvais ça bien, voilà, d'avoir les 4 en parallèle et d'avoir aussi les informations du monde. J'avais vraiment cette envie de passer du temps à tout préparer. J'ai mis, ouais, pas plusieurs semaines, peut-être, même plusieurs mois, je sais pas, je suis pas sûre. Mais, en tout cas, j'ai mis super longtemps et j'étais vraiment, très, contente du résultat. C'est esthétique, ça me donne envie de jouer, j'aime bien pouvoir choisir un perso ou l'autre, enfin voilà. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est plutôt organisé et rangé et en tout cas, bah, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont devenir. Le carnet que j'ai sélectionné du coup, c'est un carnet de la boutique, il est en bois, voilà, avec une illustration de vampire. C'est quand même le jeu, qui m'a donné envie de découvrir toute la gamme. Je suis passée tout de suite sur, les grands anneaux parce que, très clairement, bah, voilà, vous voyez, ça commence, déjà à se remplir si je vous fais une petite mise au point. Alors bien sûr, il y a beaucoup de papier blanc, hein, qui est de la réserve de papier, pour écrire, mais vous voyez, au niveau des documents, ça a pris déjà beaucoup d'ampleur. Je vous montre l'arrière quand même. Voilà, vous avez la ville de nuit et on va passer à l'intérieur tout de suite. Alors, pour commencer, bah, moi j'aime bien garder avec le jeu que j'ai en cours, le livret avec, les tourments, l'oracle et tout. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que, bah, je l'ai percé tout simplement. Si vous avez une perforatrice normale d'ailleurs, vous pouvez prendre une des feuilles et puis faire un petit point au milieu et puis venir le faire à la main et comme vous le voyez, bah, j'ai juste, coupé au niveau des bords et c'est trop pratique parce que du coup, je peux le sortir et le ranger. Vous allez voir qu'au niveau de l'organisation, j'ai fait ça avec, beaucoup des, différentes, pages de celles que j'aime bien, voilà, sortir, rentrer en fonction de mes besoins. Cette feuille, elle vient du lot de suivi de campagne et du coup, c'est une feuille personnalisée et ma ville s'appelle Everstar. Alors j'ai mis un tout petit, synopsis. J'ai mis 4 femmes, 4 destins, des ambitions. Laissons le destin s'installer. Je voulais faire quelque chose de sobre, je voulais pas trop documenter tout de suite parce que comme dit, je veux laisser une grande ouverture en fait à l'histoire. Ensuite, j'ai un petit post-it que vous voyez ici où je note un petit peu les relations qu'il y a entre les personnages à la toute base. Alors, c'est des relations qui sont vraiment très fines, hein. C'est pas des amis, c'est vraiment des connaissances ou parce qu'il y a eu des associations par rapport au travail. Maddy, en fait, qui est la loup-garou. Donc, les loups-garous, si vous ne connaissez pas, ils ont la capacité, bien sûr, de changer de forme, hein, ça vous vous en doutez. Il y a plusieurs types de formes dans le jeu qui n'ont pas tous les mêmes effets. Des fois, on est plus puissant, mais on a moins de contrôle. Il y a des entre-deux. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Ils sont assez en communication pour beaucoup avec l'Umbra, qui est un peu le monde des morts. Enfin, vous voyez, un petit peu un plan avec d'autres créatures que les humains ne voient pas. Et du coup, par rapport à ça, elle est pas mal en communication avec Lucie. Lucie qui est la mage et qui du coup maîtrise aussi un petit peu le voyage avec l'Umbra, les esprits, ce genre de choses. Donc voilà, elle se téléphone pas pour prendre le thé, mais disons que quand au niveau des loups-garous, il y a vraiment un problème qui demande une aide extérieure, ça peut être vers Lucie qui vont se tourner pour poser des questions.
et pour essayer de résoudre la problématique. Donc pour moi, ces deux-là, elles ont des contacts qui sont plutôt OK. Ensuite, on a la relation entre Lucie et Anna. Anna, c'est donc la vampire. Je vous en parlerai un peu plus en détail d'elle plus tard. Mais en tout cas, ça va être plus là dans ce qui est de l'échange marchandises et informations en fait. Donc elles sont assez peu en contact, mais disons que si Lucie a besoin de contrebande pour avoir des produits pour la magie, ce genre de choses, des choses qui sont peut-être illégales ou interdites, elle va pouvoir se tourner vers Anna. Max du coup est la hunter, donc elle chasse tout ce qui est entité paranormale et elle connaît Anna parce que son frère, qui est un peu le déclencheur de toute sa vie et de tous ses choix, son frère en fait est décédé dans le club de Anna. Ça veut pas dire qu'elle se dit que c'est Anna qui l'a tué, mais en tout cas, du coup, elle la connaît par là. Alors, est-ce qu'elle sait que c'est un vampire ou non? Ben, je ne sais pas encore. Je me suis pas encore exactement posé la question. Et il est tout à fait possible que je laisse l'oracle soit décider, soit vraiment la partie se commencer et puis me dire par elle-même. Au niveau de l'organisation, comme vous le voyez, j'ai fait des petits intercalaires. Ça me permet du coup d'avoir des codes couleurs pour m'y retrouver. D'ailleurs, vous allez voir que la totalité de mon carnet est basée sur les codes couleurs. Donc on a le vert pour les loups-garous, on a le violet pour les mages, le jaune pour Hunter et le rouge du coup pour les vampires. En fait, j'ai gardé les couleurs des livres de base. Ils ont tous une identité assez marquée dans ce sens-là. Donc j'ai trouvé ça chouette de le conserver et puis du coup, je m'y retrouve super vite. Pour chacune des catégories, j'ai fait une fiche de présentation du personnage. Ici, c'est la fiche de présentation de Madison. J'ai aussi à la fin, dans la pochette, des photos en plus que j'avais faites et du coup, voilà, ça peut me servir au cours de l'histoire. Mais déjà, moi, ça m'aide vachement en fait à avoir une représentation mentale des différents personnages. Et donc voilà, ici c'est Madison, que tout le monde appelle Maddie. J'ai décidé de la créer tout de suite assez puissante. Alors par puissante, ça ne veut pas dire obligatoirement que ça va être tout de suite un niveau avancé. D'ailleurs, j'ai même pas trop regardé comment se passe la montée de niveau dans la V5, il faudra que je revoie. Je crois que je l'avais lu, mais j'ai zappé. Mais c'est plutôt que je lui propose une position un petit peu de pouvoir au sein de son organisation. Et elle est en tout cas chef d'une meute. Elle est dans une meute d'ailleurs qui a la particularité d'avoir reçu un foyer à un moment donné de son histoire et d'en être extrêmement heureux, d'avoir un chez-soi, voilà, de plus être sujet à devoir se cacher tout le temps, ce genre de choses. Là, ils ont une grande ferme qui leur sert voilà, de base. D'ailleurs, j'ai une photo, après je vous montrerai un petit peu ce que j'ai trouvé. Ils ont beaucoup de jeunes loups-garous. Leur objectif, c'est d'aider leurs proches, en fait, leurs proches ou les loups-garous qui ont besoin d'aide. C'est un abri qui est proposé. Et du coup, elle a un cercle assez restreint de loups-garous qui l'aident au niveau des décisions et sur lesquelles j'ai travaillé un peu aussi. C'est une femme, du coup, qui est un petit peu âgée, qui a, je dirais, entre 40 et 50 ans, je sais pas exactement, mais on est un peu dans cet ordre d'idée-là, physiquement, de ce qu'on en voit en tout cas. Elle est, voilà, d'une droiture absolue, extrêmement stricte. Ça fait vraiment partie de son caractère, mais c'est quelqu'un de très très généreux. Mais voilà, elle a été endurcie par toutes les décisions difficiles qu'elle a dû prendre. Et à mon avis, ça va continuer comme ça. Donc c'est un peu le RP de ce personnage auquel j'ai réfléchi. Alors je vais pas vous présenter toutes les fiches personnages, mais juste par rapport au côté outils. Comme vous le voyez, ici aussi, j'ai fait des petites encoches. Donc ça permet de les prendre et de les enlever rapidement. Ce que je fais maintenant, en fait, c'est que je les plastifie, comme vous le voyez, et j'écris avec un marqueur indélébile. En plus, j'en ai trouvé avec des pointes très fines, donc je suis super contente. Et en fait, si vous prenez de l'alcool hydroalcoolique, ça part super bien. Donc voilà, je me sers de ça, j'ai une petite fiole sur mon bureau. Avec un mouchoir, c'est parfait. Merci d'ailleurs à la personne sur la communauté Discord qui m'a donné ce tips, parce que du coup, quand vous mettez pas l'alcool, ça ne bouge pas. Et donc ça évite d'en avoir plein les doigts ou de salir les fiches. Les fiches de la V5, comme vous le voyez, elles sont juste recto verso. J'aime bien, c'est plutôt simple aussi, il n'y a pas trop. Ici, de la même façon, vous voyez, j'ai aussi fait des encoches. Comme ça, je peux prendre
facilement quand je fais ma partie. Et ensuite, j'ai commencé l'aventure. Je vous parlais du coup de l'endroit où ils résident. Ben, c'est un peu comme ça, ils sont un peu à l'écart de la ville. Alors il faut savoir que les loups-garous, ce sont des êtres qui sont profondément ancrés dans la nature et qui ont un véritable problème avec la destruction que fait l'humain autour d'eux. Ce sont même des écolo-terroristes. Donc en fonction des tribus, en fonction de leur mode de vie, il y en a certains qui peuvent chercher à détruire des usines, à détruire tout ce qui peut être polluant. Du coup, ça dépend de ce que vous choisissez en fait comme groupe. Moi, je suis pas trop partie là-dessus, c'est-à-dire que c'est très important pour eux et qu'ils essayent, mais j'ai un peu mis de côté tout cet aspect un peu terrorisme écologique parce que c'est des sujets que j'ai pas toujours envie de retrouver dans mon jeu de rôle. Là, j'ai plus envie de me retrouver dans cette gestion des jeunes, voilà, de comment est-ce qu'on avance tout ça. Et bah du coup, voilà, j'ai doucement commencé mon aventure. Vous voyez, j'ai pas trop avancé parce que en fait, je me suis assez rapidement rendu compte que j'avais vraiment besoin de poser des visages et des noms sur les PNJ proches d'elle parce que ils vont être là toute l'aventure. Donc j'ai fait des fiches PNJ que voici. Alors comme vous le voyez, je ne détaille pas non plus pendant 3 heures parce que déjà il y a des choses qui vont se révéler au fur et à mesure et puis c'est pas utile. Mais j'essaye de mettre en gros les informations principales du PNJ, de mettre une photo et de mettre des petites notes sur des choses que le jeu m'a révélées ou que je sais déjà au fur et à mesure. Donc voilà, il y en a plusieurs. Au niveau des personnes proches, du coup, ils sont 5 à graviter autour d'elle. D'ailleurs, vous voyez qu'il y en a un qui est jeune ici et dont j'ai pas encore d'informations. Je verrai en fait de quoi j'ai besoin. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez malin. On retrouve presque une équipe de table. En fait, elle, c'est un peu la diplomate tête brûlée. Lui, c'est la personne qui est très observatrice, très discret, qui peut faire un peu tout ce qui est espionnage. On a le professionnel des technologies et on a un personnage qui est un peu plus droit, un peu plus calculateur. Voilà, un peu plus, je dirais pas hostile parce qu'il est très proche, mais qui est un peu plus compliqué à cerner. Et du coup, pour ce dernier, ben, je verrai en fonction de mes besoins. J'ai aussi, du coup, imprimé, ben, comme je vous le disais, cette fiche-là, qui est la fiche d'aide de jeu. Et ben, comme vous le voyez, c'est hyper pratique parce que vous avez vraiment un raccourci sur tout ce que vous pouvez apprendre en fait, tout ce que vous devez lancer. Par exemple, du coup les loups, ce qui est très important chez eux, c'est une certaine jauge de rage qui peut soit leur faire faire n'importe quoi, mais soit souvent leur permettre de se transformer parce qu'ils vont marcher là-dessus. Donc il y a plein de petits rappels sur la santé et sur les différentes formes de garou dont je vous parlais avant, sur la façon de lancer les dés, de comprendre si les dés ont réussi la compétence ou pas. Et en fait, on va retrouver ça pour tout. Ça, c'était juste aussi un petit pense-bête sur les différentes formes que je me suis imprimées. Et on passe maintenant sur Lucie. Donc Lucie, c'est la mage de mage l'Ascension, comme vous en doutez. C'est la demoiselle qui est devant. En fait, il y a une vieille femme derrière et c'est un pantin qu'elle anime. Alors, normalement, à son niveau, elle n'est pas censée pouvoir faire ça et le maintenir constamment. Mais on est en solo, je trouvais que c'était vraiment chouette pour le RP. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle a été rejetée par les autres mages qui sont tous un petit peu en guerre entre eux pour savoir quoi faire de la magie, comment l'utiliser, ce genre de choses, qui ont une vision de la réalité qui est très différente de celle des humains. Et du coup, en fait, elle a décidé de vivre dans un marais. Du coup, elle tient une sorte de boutique de voyance où elle va tirer le tarot aux gens qui lui demandent. Mais c'est pas elle qui le fait directement, c'est son pantin, donc qu'elle contrôle à 100%. Ça lui permet de rester un peu discrète, elle est juste un peu l'assistante qui installe les gens. C'est une idée que j'ai de Preacher, je crois, je sais plus comment s'appelle cette série sur Netflix qui était assez sympa et qui m'a ouvert un petit peu cette voie-là. Et du coup, étant donné qu'elle va pratiquer la magie au travers de la voyance, au travers des cartes, au travers de différents gris-gris, normalement, elle ne va pas activer le paradoxe parce que les gens ne se rendent pas du tout compte qu'elle fait de la magie qui peut être choquante ou déstabilisante ou remettre en question tout ce que tu connais sur le monde, en fait. Du coup, la fiche personnage est une ancienne et je me sers pas de toutes les informations qui sont dessus. Je me sers que du paradoxe, en fait. Au niveau des points de compétences, je me suis basée sur les autres pour essayer d'équilibrer un peu. Ici, on a les sphères. Donc les sphères, je vous disais, c'est le niveau de maîtrise dans certains domaines, c'est-à-dire que
Là où j'ai aucune maîtrise, je m'autorise pas à pouvoir faire quelque chose au niveau de la magie. Après si, je level up, bien sûr, je pourrais choisir d'aller là-dedans, mais là, pour le moment, c'est pas le cas et du coup, tout ce qui est derrière, je ne m'en sers pas non plus. Donc elle, j'ai pas commencé encore, mais j'avais commencé une partie pour du beurre, en fait. Donc vraiment, quelque chose, qui avait pas voué à continuer, qui était là pour faire des erreurs, pour tester un petit peu si mon équilibrage fonctionnait et j'étais assez contente parce que c'était le cas et du coup, j'ai fait la mécanique de jeu en me basant sur l'autre, donc j'ai effacé des trucs. Donc si on fait attention aux détails, on se rend compte qu'en fait, c'est la fiche de Hunter, en fait, que j'ai modifiée au niveau des couleurs et au niveau de certains jets et du coup, j'ai vraiment beaucoup facilité. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, le paradoxe, pour Mage l'Ascension, il va se rajouter dans un autre dé. Le système, en gros, de vampires et autres, c'est que, vous lancez des dés et que vous remplacez certains des dés par des dés, d'une autre couleur et en fonction de ce qui sort, ça peut être la merde ou pas. Donc bien sûr, plus vous avez le dé d'une autre couleur, plus c'est problématique, plus vous avez de chance, en fait, que ce soit, la merdouille et là, en fait, j'ai fait ça, du coup, quand je fais de la magie, ça va générer du paradoxe. Le paradoxe va se mêler à mes dés et du coup, quand j'ai des échecs critiques ou des échecs liés au paradoxe, je vais me manger un contre-coup qui peut être du coup des dégâts physiques, qui peut être de la destruction, qui peut être plein de problèmes, justement, c'est très très ouvert. J'ai aussi, de ce côté-là, fait un petit raccourci pour les sphères. Alors les sphères, c'est compliqué aussi. D'ailleurs, pour vous dire, il y a un livre add-on en plus qui va avec Mage, rien que pour savoir comment lancer des sorts, parce que vraiment, moi je trouve pas ça évident. Il faut par exemple mélanger un peu de différentes sphères pour pouvoir créer le sort voulu. Alors, c'est pas quelque chose qui est négatif pour moi parce que j'adore me dire bah, j'aimerais faire ça, mais il faut que j'aille chercher dans le livre, dans le grimoire un petit peu comment je vais agencer ça, qu'est-ce que ça demande comme puissance, etc. Donc c'est quelque chose, moi, qui me plaît et ça a fait partie de pourquoi j'ai choisi de l'ajouter à la quadruple campagne. Mais voilà, faut être préparé quand même au fait que ce soit quelque chose qui plaise pas à tout le monde. Donc voilà, d'où cette fiche résumée qui me permet en fait de un peu me rappeler parce que voilà, il y en a beaucoup. Il y a de la sphère par exemple entropie, correspondance. Comme ça, juste avec un mot, c'est pas toujours évident de se dire qu'est-ce que ça prend en compte en fait à l'intérieur. J'ai terminé avec une petite photo du coup de son domaine, de sa cabane dans le marais avec toujours ses couleurs. Et j'étais assez contente parce que récemment, il y avait des réductions, parce que je pense que ça se vend plus vu que c'est un vieux jeu. Et j'ai pu récupérer du coup le tarot de Mage que voici. Donc vous avez des explications bien sûr pour les cartes. Les cartes sont très jolies et j'aime beaucoup ce genre d'outil parce que par exemple dans ma partie pour du beurre, il y a eu une jeune fille qui s'est présentée, donc cette histoire, elle s'est générée via les mots-clés, bien sûr. Et la jeune fille avait oublié ce qui s'était passé la nuit d'avant. Enfin bref, j'ai un peu enquêté, etc. Et du coup, à un moment, j'étais un peu bloquée. Je savais pas, j'avais pas de réponse à mes questions. Et en fait, j'ai tiré les cartes comme on le ferait normalement, disons. Sauf que là, en fait, toutes les réponses que j'interprétais grâce au livret et grâce aux cartes, en fait, sont la réalité automatiquement, puisque mon personnage est magicienne. Donc elle est en capacité de se servir de ça pour communiquer avec l'au-delà, avec machin. Et c'était vraiment très amusant parce qu'il y avait ce petit côté RP en jeu où d'un coup, tu poses ton carnet de côté, tu tires tes cartes, tu lis le fascicule, t'essayes d'associer et de dire «Ouh, je vois la mort autour de vous», machin, et puis on va essayer de rejoindre au maximum. Enfin voilà, c'était très amusant et j'ai hâte de reprendre la vraie partie avec elle, de sortir la partie pour du beurre de ma tête. On passe du coup sur Hunter, et Hunter, je vous présente Max. Max qui a un style un petit peu punk, un petit peu Matrix, vous voyez un peu le genre. J'ai voulu lui donner cette vibe-là. Max a eu une jeunesse compliquée, elle a perdu son frère, mais à la suite de ça, de prise de drogue, de dépression, enfin vraiment, elle a touché le fond du fond. Elle s'est rendue compte qu'en fait, il existait un monde paranormal autour d'elle, et du coup, elle a trouvé une raison de vivre, une raison de remonter la pente, qui est de tous les chasser. Alors, est-ce qu'un jour, elle va changer d'avis sur tous, sur certains? Pour l'instant, elle les déteste littéralement tous. Elle rêve encore de trouver qui a tué son frère, bien sûr. Et c'est peut-être le personnage que j'ai un peu le plus de mal à interpréter parce que j'ai un peu plus de mal avec
pas les règles, mais j'ai du mal encore à comprendre un peu comment elle va pouvoir gérer face à des vampires ou des choses comme ça. Mais j'ai pas tout à fait fini le livre. J'avance un petit peu des fois entre les deux. Des fois je lis un peu, j'avance. Et puis je vais jouer doucement avec elle et je pense que ça viendra assez rapidement. En tout cas au début j'étais pas persuadée de la jouer et finalement j'adore son personnage. J'adore le fait qu'elle ait un historique un petit peu compliqué. Je pense que ça va être quelqu'un qui psychologiquement est peut-être un peu plus fragile, pas dans le sens du combat ou de l'horreur, mais dans le sens relationnel. Et donc ça peut être quelque chose de super intéressant. Donc comme d'hab, hein, sa fiche personnage en plastifié. J'ai déjà préparé ses tables d'avancement et la mécanique de jeu pour jouer avec elle. Et puis on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je réfléchis encore en fait à lui créer. J'aimerais bien lui faire un van maison. Vous savez, un peu comme pas les tiny house, mais qui soit un peu plus technologique et qui l'aide justement dans son travail. Je recherche un peu une planque pour elle qui soit quali et surtout qui m'amuse que je m'amuse à créer. En fait, j'aimerais bien mettre des plans dedans, ce genre de choses. Je pense que ça peut être cool et surtout pouvoir lui donner des armes, des ressources, des choses parce qu'elle est quand même toute seule. Normalement, c'est bien sûr des jeux à 4, alors je vais adapter en face. Et il faut savoir aussi que Vampire la Mascarade, Hunter, etc., ce sont des jeux qui sont plus axés sur le narratif que axés sur le combat. Comparé à Donjons et Dragons par exemple. Donc c'est un peu moins important. Ils disent même que dans leurs conseils, en 3 lancers de dés, tu dois avoir résolu un conflit physique. Donc je me prends pas trop la tête. Et puis si à un moment, il y a vraiment du combat compliqué, et ben je déciderai à ce moment-là de comment je fais. On part du coup sur Anna. Anna, du coup, la vampire, mon premier personnage créé dans toute cette histoire. Anna est une femme très âgée, bien sûr, hein, puisqu'elle est immortelle. Donc je veux qu'elle ait un petit peu cette ancienneté, cette lassitude, un petit peu de la vie, sans non plus être triste ou désespérée ni rien. Elle est beaucoup dans le complot politique qui est lié aux différents vampires. Les vampires, ils aiment bien tout ce qui est stratégie, rester cachés, dominer le monde, c'est un peu leur kiff ultime. Donc elle joue à ce jeu-là à fond. Elle est bien sûr pas la chef de tout son secteur, parce qu'il y a toujours un chef en général par secteur, mais elle est plutôt bien placée, elle a une grosse réputation, c'est une femme qui est assez intransigeante. Elle pense d'elle-même que c'est quelqu'un de très altruiste, en fait, avec les années qui sont passées, les horreurs qu'elle a vues, les horreurs qu'elle a fait, aussi pour survivre, hein, pour pas se faire tuer par les siens ni rien, pour s'adapter. Bah en fait, elle n'est pas vraiment une bonne personne, elle est même plutôt cruelle, mais elle s'en rend pas compte. En tout cas, c'est de ce que j'ai en tête, elle s'en rend pas compte. Elle n'a pas envie de l'être. Après, il faut savoir que les vampires, ils sont rongés par une sorte de bête intérieure, ils appellent ça un peu comme ça, voilà, qui est un peu le mal, qui va essayer de manger toute leur humanité. Donc elle, ça a bien avancé quand même. Et au niveau de son histoire passée, en fait, elle avait perdu sa fille et elle espère, au fond d'elle, un jour trouver un moyen de la rejoindre sûrement dans l'Umbra. Sauf que, étant donné qu'elle est vampire, qu'elle est immortelle, elle n'est plus vraiment censée avoir d'âme ni rien, donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et voilà, c'est un peu son souhait profond à elle, c'est de trouver une solution à ça. Elle est donc la patronne d'une boîte de nuit très réputée, très standing, assez VIP. Elle y travaille tous les soirs, sans problème, les gens la connaissent. C'est la bonne planque pour elle, parce que du coup, vu qu'elle travaille de nuit, les gens ne se rendent pas compte qu'elle sort pas le jour. En fait, étant donné que elle doit dormir la journée, personne ne se rend compte. Elle a fait en sorte que tout son bâtiment soit équipé avec des fenêtres UV pour éviter tout incident. Donc les gens, ils ne voient pas tout ça. Et elle continue camouflée comme ça. Après, il y a beaucoup de vampires, bien sûr, qui savent qu'elle est un vampire, qui vont dans cette boîte parce que les vampires, ils sont les bienvenus. Mais j'ai hâte aussi de voir où va mener son histoire. Alors pour Anna, j'ai un tout petit peu commencé aussi. D'ailleurs, vous pouvez voir ici sa chambre à coucher. J'ai trouvé ça sympa de la générer parce que finalement, c'est un endroit, vu que c'est un bâtiment fixe où elle est souvent, où elle va pouvoir retourner. Je m'imagine assez qu'elle est dans une ambiance assez baroque, un petit peu old school sans être vieillot en fait. On a bien sûr sa fiche personnage aussi, ses tables d'avancement et son aide de jeu, voilà. Et là il y a encore une petite photo supplémentaire de Anna. Et on passe à la dernière section remplie qui est la section des cartes et des outils, de tout ce qui est en commun en fait pour les 4. Alors voici la ville de Everstar. Alors peut-être que vous la reconnaissez, la ville de Everstar, en fait, c'est la ville de Gotham City. J'ai cherché quelque chose qui soit assez ouvert pour qu'on puisse partir plus loin si on a besoin, ce qui est le cas puisqu'on est sur une île et que c'est relié aux États-Unis.
Donc si vraiment à un moment j'ai un perso qui doit partir à Chicago, à Seattle, c'est quelque chose qui est totalement envisageable, je pourrais trouver une autre carte. Mais pour l'endroit où ils sont le plus souvent, je cherchais quelque chose qui soit assez grand pour que tout le monde puisse y tenir et ne se croise pas, mais assez petit pour que ce soit gérable quand même. Et du coup voilà, Gotham City, parfaite ville pour moi. C'est des images que j'ai trouvées sur Pinterest et que je me suis imprimées. Et en fait, j'ai juste à l'ordinateur modifié le nom pour que ça colle. Mais bon, si vous regardez dans le détail, il y a quand même marqué la baie de Gotham, enfin voilà. Mais bon, c'est pas très important, c'est vraiment juste pour avoir en fait un support visuel. Et en plus, du coup, il y en avait un certain nombre qui s'associaient bien entre elles. Donc j'étais assez contente. Ici, on a tous les transports en commun, ce qui peut être quelque chose d'assez utile par rapport au déplacement parce que ça peut permettre de se cacher, ça peut permettre de faire plein de choses. Je trouvais ça chouette de les avoir. Là, on a le détail de la ville de Gotham. Alors bien sûr, du coup, vous avez le manoir Bruce, etc. Mais je pense que c'est assez facile de le modifier. Et vous avez aussi, ça c'est ce que j'utilise peut-être le plus, les différentes zones, la vieille ville, enfin l'endroit où il y a des gens qui sont plus pauvres, la ville très riche, enfin le côté très riche de la ville. Et du coup, j'ai placé des étiquettes pour les placer sur la carte en essayant de les espacer. Donc bien sûr, Anna, elle est dans une zone qui est très riche, là où Maddie, elle va être plutôt sur une zone qui est naturelle et qui a assez peu de bâtiments. Max, elle va être dans la zone très pauvre en fait. Et Lucie, elle est au niveau des marais que j'ai placé du coup ici. J'ai une dernière section, mais en fait c'est juste là où je range tout le matériel dont j'ai besoin pour jouer. Donc on a les feuilles blanches, et j'ai aussi voilà, les lieux, tout ce qui fait partie des PDF de campagne que vous pouvez imprimer chez vous ou que vous pouvez prendre en physique sur la boutique. Juste pour terminer, je peux vous montrer encore un peu quelques photos que j'ai préparées dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on a encore quelques photos de Maddie. Maddie avec sa meute, bien sûr, dans toujours un paysage très nature. Là, on est sur Max, donc toujours avec son style. J'aime bien me préparer quelques photos à l'avance comme ça parce que ça m'aide vraiment à m'immerger dans le personnage, à lui donner une personnalité qui se marque plus. Et on a une dernière photo de Anna qui se la pète un peu en rentrant dans une pièce. Et là, on a un autre PNJ. En fait, je suis pas sûre de m'en servir parce que il est peut-être un peu trop en débardeur. L'objectif, c'était que ce soit le vigile de la boîte de nuit de Anna. Donc, je sais pas si je vais rester sur cette illustration ou pas. Je vais voir en fonction de comment se déroule l'aventure tout simplement. Du coup, on a fait le tour de mon carnet d'organisation, comme vous avez pu le voir. J'espère que ça vous a intéressé, peut-être que ça vous a donné des idées. Je sais que moi, ça fait partie du plaisir des fois de prendre du temps pour la préparation, de prendre du temps pour faire quelque chose qui soit esthétique, d'utiliser un peu comme ça, vous voyez, des autocollants qui me permettent de mettre un peu de lumière en fait dans mes pages qui me donnent envie de jouer. C'est quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire pour le solo, bien sûr. L'objectif, c'est de se faire plaisir. Moi, j'aime bien le loisir créatif. Donc ça double mon plaisir en fait de jeu et de retrouver les personnages et de voir ce qu'ils deviennent, etc. Je me sers, comme vous l'avez vu, toujours beaucoup de toutes mes mini imprimantes, que ce soit les noirs et blancs là pour les PNJ ou celles en couleur. Le fait en fait, je trouve, de temps en temps de me demander qu'est-ce que je visualise, qu'est-ce que je génère en termes d'images pour mon histoire. Du coup, ça me permet de me poser des questions et de bien ancrer dans ma tête certaines choses, de bien me sentir impliquée. Et du coup, je continue inlassablement comme ça parce que ça fonctionne bien avec moi. À vous de trouver ce qui marche avec vous. En tout cas, mon objectif, c'était juste voilà, de vous donner quelques idées, de vous donner de la motivation. Par exemple, si vous avez un gros jeu de rôle comme celui-ci qui demande implication, peut-être que tout cet aspect préparatoire peut vous aider pendant votre lecture à faire des pauses, à vous amuser, à voir d'autres choses. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Cette vidéo changeait un peu d'habitude, mais j'étais hyper contente de la faire parce que je suis fière du travail que j'ai fait pour tous ces personnages. Je les aime d'amour. C'est une petite partie de moi, une petite, mais quand même. S'ils meurent, je vais être triste, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas encore si je vous ferai des updates. En tout cas, j'essaierai en tout cas de vous en parler de temps en temps où j'en suis dans l'histoire. J'ai pas mal de jeux de rôle que je teste aussi en ce moment pour la chaîne. Vous avez vu que les vidéos ont repris. Donc j'ai pas mal de boulot, mais c'est vrai que c'est un peu ma Madeleine de Proust du moment. La plupart des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo sont des produits artisanaux que je fabrique moi-même sur ma boutique. Si vous êtes intéressé, vous avez les liens en barre d'infos. Pour les mots à mettre dans les commentaires, cette fois-ci, à vous de voir si vous voulez mettre du vampire. Choisissez votre team, vampire, loup-garou, hunter ou mage. À vous de voir
quel est votre côté préféré. Dans tous les cas, on se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant que votre aventure soit épique.